La Semaine sainte de Séville, en Andalousie, est la célébration religieuse la plus importante de la ville et l'une des plus célèbres d'Espagne. J'avais 17 ans quand j'y suis allé en 1960 pour la première fois durant les vacances de Pâques. Muni d'un modeste Kodak Instamatic 300, j'avais enrangé toute une série de diapos avec laquelle j'avais réalisé mon premier diaporama, comme je le raconte dans mon diaporama intitulé 60 ans de diaporama. Aujourd'hui, presque octogénaire, j'ai repris les meilleures photos de ce premier diaporama avec l'aide de mon conseiller artistique Yves Paris et nous les avons retravaillées avec Photoshop. Je n'y ai ajouté que les 3 cartes qui suivent et une vue de la Cour des Lions à Grenade, les 4 empruntés à la toile pour réaliser la présente réalisation avec un commentaire de 2022. J'étais parti de Beaucaire avec l'abbé Salieri, mon ancien directeur d'école et mon directeur de colo. Après un trajet de 2 jours sur une route en mauvais état, et pourtant très fréquentée, c'est l'axe Barcelone-Valence, mon premier émerveillement fut pour la palmeraie d'Elche, au sud d'Alicante. Habitué aux paysages de vignes et d'oliviers, je fus séduit par les quelques 200 000 palmiers qui occupent quelques 50 hectares. Pour gagner Grenade, 350 km plus au sud, par une route encore plus mauvaise, nous sommes, je vous le rappelle, en 1960. J'ai déjà commencé à apprécier les villages d'Andalousie, reblanchis comme chaque année quand arrive le printemps. Avant de parcourir les 250 km qui nous amèneraient à Séville, nous avons pu profiter des beautés de Grenade, une autre perle de l'Andalousie. Capitale de la province du même nom, Grenade s'étend sur plusieurs collines au pied de la Sierra Nevada. Avec d'une part le palais de l'Alhambra, Grenade témoigne merveilleusement de l'occupation musulmane qui s'acheva le 2 janvier 1492 à Grenade, précisément avec les rois Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, dont les corps reposent dans la cathédrale. Cette occupation musulmane avait commencé 7 siècles auparavant avec l'arrivée sur le sol espagnol du chef berbère Tariq, dont le nom est lié à Gibraltar, Jebel al-Tariq, la montagne de Tariq. La Sierra Nevada, qui alimente les fontaines de l'Alhambra, alimente aussi le deuxième témoignage prestigieux de l'occupation musulmane, les jardins du Généralif. Ma prononciation à la française permettra à davantage d'internautes de s'y retrouver. Nous avons découvert plus tard le palais de Charles Quint, petit-fils d'Isabelle la catholique et Ferdinand d'Aragon, cité plus haut. Il régna pendant 40 ans. Et comme sous son règne, l'Espagne développa ses possessions en Amérique centrale et en Amérique du Sud, il a pu prétendre que le soleil ne se couchait jamais sur son empire, à l'image de l'immense cour circulaire de 30 mètres de diamètre qui orne ce palais. La gloire et ce témoignage prestigieux d'une époque révolue n'enlève rien au charme désuet de ce moyen de transport si fréquent en 1960. Avant de quitter Grenade, un rapide coup d'œil sur l'une de ses collines, le Sacromonte, vieille ville gitane où est né le flamenco. Après avoir parcouru, comme je vous l'ai déjà montré, les 250 km qui séparent Grenade de Séville, j'ai été accueilli avec le père Salieri par Antonio et sa famille. Il est au 2e rang derrière son père. Nous étions rencontrés et liés d'amitié dans cette colo dirigée par l'abbé Salieri. Guitariste comme son père, il nous régala de remarquables concerts privés. En plus de sa passion pour la guitare, M. Heredia, le père d'Antonio, s'occupait amoureusement de toute une série d'oiseaux dont les cages occupaient une pièce de l'appartement. Très souriante et très accueillante, la maman d'Antonio savait égayer avec ses fleurs l'appartement où logeait la famille dans un immeuble coquet de la périphérie sévillane. En plein centre de Séville, sur la place Arguelles, Antonio et l'abbé Salieri regardent la maison du docteur Segovia, qui nous servira plusieurs fois de guide. À l'intérieur de sa maison, le jour de Pâques, nous serons accueillis par sa fille et une de ses amies, toutes deux en grande tenue de sévillaine en fête, prêtes pour se rendre à la messe, notamment avec la mantille, ce grand voile léger posé sur un grand peigne. Le docteur Segovia, ici, entre Antonio et l'abbé Salieri, nous avait amenés en début de semaine à la grotte des Merveilles,
à 1 heure seulement de Séville. C'est une des grottes les plus visitées en Andalousie, avec notamment ses magnifiques draperies en stalactites. Ignorant que le flash de mon instamatique n'éclairait rien au-delà de 6 mètres, j'ai gâché de nombreux diapos. Mais, avec les diapos tout noirs, pour échapper au traditionnel et fastidieux défilé chronologique, j'avais groupé mes diapos sur Séville en 3 ensembles, et j'ai eu suffisamment de matériaux pour graver en 1960 les 3 titres que j'avais retenus. Séville travaille, Séville se divertit, Séville prie. Vous me permettrez de les reprendre aujourd'hui. Le docteur Segovia nous avait conduits au Cerro del Águila, un quartier au sud-est de Séville où s'étendait Itasa. Créée en 1941, cette usine andalouse de fils et de tissus était la protagoniste d'une authentique révolution industrielle de l'après-guerre civile. Au départ, 600 métiers à tissu automatique, répartis sur quelques 32 000 m2, étaient prévus pour habiller l'armée franquiste. Itasa, détenant le monopole national du coton, elle permit la prolifération d'usines textiles dans tout l'ouest de l'Andalousie. Sans attendre la chute du franquisme, au milieu des années 70, je n'hésitais pas à poser devant un lot de tissus de couleur bien française. Cocorico. Ici, plus de cocorico. Dans une entreprise dont j'ai oublié les coordonnées. Mais la présence, bien réelle, d'un élevage de poulets en batterie. Déjà. Toujours grâce au docteur Segovia, nous avons pu découvrir dans les environs de Séville le Torbiscal, ferme modèle de 1600 hectares irrigués et 2000 autres hectares. L'étendue de ce domaine agricole fait aisément comprendre la nécessité de le parcourir à cheval. Et vous n'avez ici qu'une vue très partielle des bâtiments. À l'intérieur, le docteur, entouré d'Antonio de la Bessallerie, avait à leur côté une partie des 200 salariés de cette ferme, dont une des spécialités est l'élevage des vaches laitières. Voyez au premier plan une trieuse électrique. Je regrette que l'image ne puisse rendre le parfum qui se dégageait des rosiers plantés dans la cour privée du régisseur principal de cette ferme, tout autant que des autres plantations de cette cour, car le Torbiscal était, a-t-on écrit, comme une oasis dans le désert. Ce qui m'a le plus impressionné dans cette ferme modèle, créée en 1947, ce n'était pas moins l'immense silo qui se dressait devant les bâtiments que le poste de télévision, surmonté évidemment d'une poupée flamenca, devant lequel posait le régisseur et sa famille. Nous sommes en 1960, je le répète, et dans mon village natal, rares étaient les détenteurs d'une télévision, et ils attendirent 1964 pour que soit créé l'ORTF, Office de radio-télévision française. Je suis souvent allé flâner dans les ruelles de Séville, à pied, tandis que d'autres touristes, et ils sont légions pendant la Semaine Sainte, préfèrent être transportés dans l'une des innombrables calèches de la ville. Un des lieux les plus fréquentés par les touristes et les Sévillans eux-mêmes est le parc de Maria Luisa, la plus jeune des filles de Ferdinand VII. Elle offrit ce parc au public en 1893. C'est dans ce parc que trône majestueusement le musée des arts et traditions populaires. La végétation luxuriante de ce parc et l'abondance des cascades dont il est parsemé n'attirent pas que les jeunes enfants. Je suis allé moi-même avec mes amis, et les pigeons de ce parc sont une source d'attraction qui n'a rien à envier à la place Saint-Marc de Venise. Le jour de Pâques, qui ouvrait et ouvre toujours la temporada, la saison tauromachique, le docteur Segovia m'offrit sa place dans les arènes de Séville, la Maestranza. Bâtie entre le XVIIIe siècle et le XIXe, elle est un des hauts lieux de la corrida en Espagne. Vestige du défilé inaugural des gladiateurs qui allait saluer l'empereur lors des Jeux du cirque ou de l'amphithéâtre, le Paseo présente tous les acteurs de la corrida qui vont saluer la présidence. Ce défilé suit un alguazil à cheval auquel le président va envoyer les clés ouvrant le toril où sont parqués dans des boxes individuelles les 6 ou 8 taureaux qui seront combattus en piste. Ce jour-là, la corrida commençait
avec un des plus célèbres combattants de taureau à cheval, Ángel Peralta. Cette tauromachie à cheval rappelle les origines de la corrida espagnole qui, au cours des XVIe et XVIIe siècles, était réservée à la noblesse. Dans sa forme actuelle, la corrida à pied remonte au milieu du XVIIIe. Après avoir été testé avec des larges capes par le maestro, le matador en habit de lumière, et ses 3 péons, ses auxiliaires, le taureau est soumis à une première série d'épreuves, celle des piques, tenues par les picadors à cheval. Vestige également de la tauromachie des nobles, cette épreuve permet de tester la bravoure et la hardiesse du taureau. Cette bravoure et cette hardiesse sont telles qu'il arrive parfois que le picador, dont la monture est désormais largement caparaçonnée, soit renversé. Les employés vêtus de chemises rouges s'apprêtent alors à lui venir en aide. Habitué au brouhaha et autres colibés de la foule à cette occasion, dans l'amphithéâtre nîmois, j'ai été surpris par l'extrême silence du public. Silence qui ne rompt plus que pour applaudir éventuellement le matador à la fin de son combat. Après la pause par le maestre ou ses péons de 2 ou 3 paires de banderilles, le maestre travaille le taureau à la moulette, large pan de tissu rouge. La couleur de ce tissu a fait croire que le taureau fonçait sur le rouge, alors qu'en fait, il ne fonce que sur ceux qui bougent. Lorsque le torero, après toute une série de passes, sa faena, estime avoir suffisamment travaillé son taureau, il n'hésite pas à se figer devant lui avant l'estocade, coup d'épée qui doit mettre à mort le taureau. En fonction de l'ensemble du combat, la présidence accorde ou non au maestro taux de piste avec ou sans un morceau d'oreille, de patte ou de queue prélevé sur la bête morte. Les arrastres, avec leur attelage, la sortent de la piste et la mettent aussitôt dans le local où elle sera immédiatement dépecée. La semaine sainte se termine le dimanche de Pâques, jour où les chrétiens célèbrent la résurrection de Jésus-Christ. Durant cette semaine sont également commémorés les souffrances du Christ, autrement dit sa passion, jusqu'à sa crucifixion. L'ensemble des cérémonies religieuses chrétiennes de cette semaine sainte remonterait à la fin du XVIe et au tout début du XVIIe. En Espagne et à Séville notamment, ces cérémonies ont atteint une renommée internationale. Durant les 5 premiers jours de cette semaine, en effet, 60 confréries de pénitents sortent en procession de l'une ou l'autre église de Séville pour se rendre à la cathédrale, conclure leur parcours de pénitence avant de retourner à leur point de départ. Cette cathédrale est surmontée d'une tour, un ancien minaret, vestige de l'occupation musulmane, la Giralda, dont la tour Hassan à Rabat et la Koutoubia à Marrakech datent de la même époque, le XIIe siècle. À peine sorti de chez mon ami Antonio, je rencontre un Nazareno, un pénitent, membre d'une de ses 60 confréries. Les pénitents de chaque confrérie se distinguent par la couleur de leur tunique et la couleur de leur haute cagoule conique, tenue que le Ku Klux Klan leur a empruntée au début du XXe siècle. Et certains pénitents portent en plus une sorte de tablier. Chacune de ces 60 confréries accompagne, lors de son cheminement à travers les rues de la ville, un passo, plateforme d'environ 2 mètres sur 4. Sous cette plateforme reposent des groupes sculptés en bois, grandeur nature, représentant des scènes de la Passion du Christ ou honorant sa mère, la Vierge Marie. Autour de cette plateforme, dont le poids peut atteindre 2 tonnes, pendent des tissus qui cachent les costaleros, les hommes qui portent cette plateforme sur leurs épaules durant tout son périple. Vous les voyez ici, en entier, lors d'une pause importante. Ils sont une vingtaine, dirigés par le capataz, ici accroupi, au premier plan à droite. La vie, vous le voyez, continue durant ces processions. Les enfants ou les petits-enfants de pénitents endossent eux-mêmes le costume de la confrérie. Ces processions sont très encadrées. Ici, tandis que les costareros, au cours d'une mini-pause, soulèvent le tissu qui les cache pour respirer un peu, la Guardia Civile, équivalente de gendarme, surveille. Cette Guardia Civile ouvre parfois elle-même la procession. Comme vous en avez vu précédemment en bois sculpté sur un passo, de vrais légionnaires romains accompagnent certains passos, rappelant ainsi que la Passion du Christ s'est déroulée en Palestine sous domination romaine.
Cette domination est encore soulignée ici par le fanion d'une confrérie où vous pouvez lire SPQR, abréviation de Senatus Populusque Romanus, le Sénat et le peuple romain, emblème de la République romaine conservée sous l'Empire pour représenter le pouvoir politique romain. Et certains de ces légionnaires font partie d'une fanfare qui rythme la procession. Certaines de ces processions commencent ou se terminent la nuit. Mais la foule est toujours aussi nombreuse, qu'il s'agisse de Sévillans, d'autres Espagnols, de croyants ou non, sans parler des milliers de touristes comme moi. Parfois, de ces toits ou de ces fenêtres jaillit, telle une flèche d'où le nom de Saeta, dérivé du latin Sagitta, un chant pour honorer sur son passage le Christ ou sa mère, la Vierge Marie. La Vierge, dite de la Macarena, du nom de la basilique où elle repose habituellement, est sans doute le passe le plus prestigieux et le plus attendu par le public. Cette basilique fut achevée en 1949 seulement. Le passe sort de la basilique à 0h30, le jeudi saint, et après un passage obligé à la cathédrale, la Macarena rejoindra sa basilique seulement le vendredi saint à 14h. En souvenir de la Vierge, berçant l'enfant Jésus, lorsque la Macarena passe sous le portique, à proximité de la basilique, le capataz enjoint aux costaleros d'imprimer au passo un mouvement de bercement. En plein jour, vous pouvez voir que les cierges ont largement été utilisés durant la nuit. Remarquez également, en haut du passo, une draperie de fil d'or, et sur les côtés, des montants en argent massif. C'est encore en argent massif qui est constituée la sculpture au pied de la Vierge, parée de colliers somptueux et autres pierreries précieuses. À 17 ans, j'avais été fortement impressionné par ce luxe, comme en témoignent ces diapos. Mais, quand je suis retourné 40 ans plus tard, mon regard avait changé. J'avais découvert entre-temps, en étudiant les civilisations précolombiennes du Mexique, d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, d'où provenait ce trésor. La magnificence de ce manteau de la Macarena, tout brodé de fil d'or, qui avait soulevé mon admiration juvénile, n'avait plus du tout le même effet sur moi, 40 ans plus tard. En effet, ces mêmes rois, Isabelle la catholique et Ferdinand d'Aragon, qui, je vous l'ai dit, mettaient fin le 2 janvier 1492 à 7 siècles d'occupation musulmane, allaient financer Christophe Colomb, qui, 10 mois plus tard, allait ouvrir l'Amérique à la conquête espagnole avec son cortège d'horreurs et de pillages. Ces horreurs et ces pillages sont précisément évoqués par le poète et diplomate chilien Pablo Neruda dans son chant général publié en 1950. Sur ce recueil de poèmes, j'ai réalisé un long diaporama, 1h13, déjà posté sur YouTube en 2018. C'est de ce diaporama que j'ai tiré les derniers visuels présentés.